qui me choque toujours autant, mais qui malheureusement perdure, c'est qu'en France, il faut encore 6 générations pour changer de classe sociale, pour sortir de la pauvreté notamment. Un des principaux freins que l'on observe, c'est l'autocensure. Un des deuxièmes leviers qu'on utilise beaucoup, c'est le mentorat, d'avoir une personne du monde professionnel qui va pouvoir accompagner les étudiants et les étudiantes pendant tout leur cursus. Enfin, une des plus grandes vertus du mentorat, et quand on mesure l'impact, c'est quelque chose qu'on note à chaque fois, c'est à quel point ça peut développer la confiance en soi. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi, c'est Antoine Gandoa, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous! Aujourd'hui, on va sortir un peu du cadre habituel du podcast. Pour cet épisode, on ne parlera pas d'assurance, mais d'égalité des chances à l'occasion du Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi ? C'est un événement solidaire qui réunit des podcasts du monde entier pour mettre en lumière une association ou une fondation qui leur tient à cœur. De mon côté, j'ai choisi de mettre en avant une association à laquelle j'ai déjà eu la chance de contribuer, parce que certaines trajectoires ne sont pas écrites d'avance, et parfois même une rencontre, un accompagnement ou un mentor peut réellement changer une vie. Dans cet épisode, on va s'intéresser à Article 1, une association qui agit concrètement pour aider les jeunes, issus de milieux modestes, à s'orienter, réussir leurs études et construire leur avenir professionnel. Pour comprendre l'impact de cette mission, j'ai le plaisir d'accueillir Amel Hamouda, directrice générale d'Article 1. Allez, c'est parti pour l'épisode. Comment tu vas ? Ça va bien. Bonjour Antoine. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon dont tu le souhaites ? Question assez large. Et c'est une question hyper difficile parce qu'on a tendance à se décrire en fonction de sa profession. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je m'appelle Amel, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants au collège. Le sujet d'orientation, on y reviendra tout à l'heure, me parle particulièrement en ce moment. J'ai fait une école d'ingénieur. J'ai passé 20 ans dans le monde de l'entreprise et en particulier dans le transport aérien chez Air France. Et j'ai rejoint Article 1 en tant que directrice générale il y a presque 2 ans, sachant que en partant du monde de l'entreprise, j'avais envie de me réorienter vers les sujets à impact social. Il y avait 3 domaines qui m'intéressaient, la santé, l'éducation et l'accueil des personnes étrangères. Et étant déjà mentor chez Article 1, je me suis consacrée d'abord à ces enjeux d'éducation. Et qu'est-ce qui t'a intéressé déjà d'avoir un peu un accès ? Parce que bon, tout le monde ne fait pas du bénévolat. Enfin, je veux dire, en France, même s'il y en a beaucoup quand même qui font du bénévolat, mais tout le monde n'a pas cette envie. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré là-dedans ? Est-ce que c'est la crise de la quarantaine ? Peut-être, mais il y a eu un moment dans ma vie où j'avais besoin d'avoir un peu plus de sens dans ce que je faisais au quotidien. Et puis, je pense aussi que mon environnement familial a joué parce que je suis fille de médecin, ma famille est algérienne. Mes parents sont arrivés en France pour finir leurs études de médecine et j'ai toujours quand même été bercée par des enjeux de solidarité, d'attention aux plus fragiles, de solidarité. Et donc, il y a un moment donné, je crois, dans ma vie où je me suis dit qu'il fallait que j'y passe un peu plus de temps si je voulais vraiment être heureuse. Et qu'est-ce qui t'a attiré chez Article 1 ? Enfin, je veux dire, on t'a proposé, on est venu te chercher, ou c'est avec Air France, du coup, je ne sais pas, qui travaillait avec eux ? Ça a été une longue histoire avec Article 1 puisque ça fait presque 10 ans, enfin ça fera bientôt 10 ans que je suis mentor dans l'association avant de l'avoir rejointe en tant que DG. Et pour l'anecdote, je l'ai découverte, cette association, je crois que c'était en 2016, où une personne dans mon équipe est venue me voir. Il était mentor chez Article 1, en plus de ses fonctions chez Air France. Et il m'a expliqué son sujet. Il me dit, j'accompagne un jeune homme qui habite à Nanterre, qui fait une prépa pour rejoindre une école de commerce. Il est admissible
à Kedge, à Marseille, mais sa famille et lui, n'ont pas les moyens de lui payer le transport, jusqu'à Marseille et donc il va devoir renoncer à cette potentielle, admission, dans cette belle école parce que, il a pas forcément le soutien financier et donc David, pour ne pas le citer, est venu me voir en disant: «Est-ce qu'on pourrait pas lui offrir, un billet d'avion?» puisqu'on était quand même dans une compagnie aérienne, qui reliait Paris à Marseille. On lui a offert un billet d'avion pour qu'il puisse, aller, à ces entretiens et au-delà de cette anecdote, ça m'a fait un déclic. En effet, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas toutes et tous, les mêmes chances, de départ, qu'indépendamment de notre potentiel, de nos envies, de nos aspirations, on ne pouvait pas forcément, rêver au même parcours. Une belle, anecdote, ça et tu sais maintenant ce qu'il est devenu? S'il a, décroché alors un master ou Faudrait demander à David, je n'ai pas suivi leur binôme, moi je suis les miens donc entre-temps, j'ai pu accompagner, Stéphane, j'ai accompagné Iba, j'ai accompagné Zakaria, j'ai accompagné Mohamed et j'accompagne maintenant Rita. Donc j'en suis à mon 5e binôme de mentorat, donc je pourrais te parler, de cela, mais non, je n'ai pas suivi, l'aventure, on va y venir, mais avant j'aimerais un peu retracer aussi un peu l'origine d'Article 1. Comment et pourquoi en fait cette, association a-t-elle été créée en fin de compte? Alors en fait, Article 1, on a fêté nos 20 ans cette année. Article 1, c'était à la base 2 associations créées par 2 fondateurs d'environnements, d'origine, de milieux très différents, mais avec la même vision. Donc Boris Valbaum a fondé Fratelli et à peu près en même temps, Benjamin Blavier a fondé Passeport Avenir avec la même idée que il y avait plein de talents, dans ce pays qui n'avaient pas forcément les mêmes, chances et les mêmes opportunités et donc ils ont tous les 2 lancé une association de mentorat pour accompagner des jeunes boursiers ou de milieux modestes dans des études, longues ou sélectives, en tout cas qui se projetaient vers des études, un peu, d'exception, et c'est comme ça que sont nées, ces 2 associations. Mais au bout de quelques années, les 2 se sont dit qu'ils créaient quelques belles histoires chaque année et quelques beaux parcours, mais que ce n'était pas suffisant et qu'au-delà de quelques belles trajectoires individuelles, leur envie était de changer un peu plus le système en profondeur et donc de pouvoir accompagner beaucoup plus de jeunes, pas forcément sur des parcours, d'élite, mais sur les parcours dont ils rêvaient et la réussite, elle peut être partout, quel que soit, le domaine dans lequel on se projette, dès lors qu'on part de ses aspirations et de son potentiel et donc l'objectif, lorsqu'ils ont fusionné, les 2 associations pour donner naissance à Article 1, c'était de pouvoir changer d'échelle et avoir un impact systémique sur la réussite. La réussite, encore une fois, dans toutes ses définitions, sachant qu'elle n'est pas uniquement limitée aux parcours, un peu élitistes comme on peut les connaître, en France, mais qu'elle, repose d'abord sur ses aspirations. Et du coup l'association elle est reconnue, d'utilité publique, à travers l'État? On est une association donc d'utilité publique et on a, un modèle, qui, nous permet d'avoir des, soutiens de l'État, ou des collectivités, régionales, territoriales, notamment sur des enjeux d'orientation et sur le mentorat. Mais on a également pas mal de soutiens privés, de fondations philanthropiques et beaucoup de fondations d'entreprises et d'entreprises, puisque c'est aussi une façon pour les entreprises d'engager leurs collaborateurs à avoir eux aussi ce déclic de l'engagement et du lien social et de l'utilité commune. J'avais lu une étude, alors je crois que c'était en 2024, où en fait, il y avait un économiste, Clément, Dechesne-Martin, qui disait qu'en fait, en France, l'inégalité des chances, elle est quasiment aussi forte qu'aux États-Unis. Ça m'a assez choqué parce que je me dis qu'aux États-Unis, quand même, en France, on a quand même, l'avantage, tu vois, de se dire: «Bah, je vais dans un lycée, je paye pas, je peux faire l'université publique». Tu es pas forcément obligé de payer dès qu'on parle, d'études supérieures et du coup, quand j'ai regardé, je me suis dit: «Comment ça se fait qu'on peut avoir autant d'inégalités alors qu'on a quand même des avantages bien plus élevés, tu vois, que dans un pays qui n'a pas ces avantages-là?» Toi, tu le vois comment ça? Bah, déjà sur les faits, toutes les études confortent ce que tu dis, à savoir que, quand on regarde le classement de l'OCDE, on fait partie des derniers élèves, tout en bas du classement en termes, d'égalité des chances. Un chiffre, moi qui me choque toujours autant, mais qui malheureusement perdure, c'est qu'en France, il faut encore 6 générations pour changer de classe sociale, pour sortir de la pauvreté notamment. Hem Et donc, c'est effectivement assez paradoxal parce qu'on a, je pense, souvent l'image d'un service public qui permet à tout le monde d'être sur un pied d'égalité. Mais si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, on se rend compte
que les cartes sont absolument pas les mêmes pour tout le monde. Si je prends un exemple qui est celui de l'orientation, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellée et intéressée ces derniers mois. En France, aujourd'hui, on a un cadre qui dit que dans chaque lycée, on devrait passer, surtout en terminale, 54 heures par an pour travailler l'orientation. Donc, on a une recommandation d'État de 54 heures. Sauf que entre un lycée dans un quartier privilégié, où les élèves auront déjà eu des professeurs présents toute l'année, où ils auront pu faire à peu près tout le socle minimum de cours. En général, tu vas pouvoir avoir ces 54 heures dispensées par le ou la professeure principale, le psychologue de l'éducation nationale, des intervenants, des parents qui vont venir à des forums, présenter leur métier, et cetera. Et dans un lycée, en quartier prioritaire, de la ville ou en zone rurale, tu vas souvent avoir des professeurs qui vont être dans la difficulté de prodiguer ces 54 heures parce qu'ils vont aussi avoir à faire du soutien scolaire sur ce même temps. Ils vont aussi avoir à compenser peut-être des absences de professeurs qui n'auront pas été remplacés. On voit une nette différence par exemple, dans les remplacements des professeurs suivant les zones géographiques. Et donc, à partir de cette recommandation qui est la même pour tous, tu vas avoir des énormes écarts en pratique dans les lycées. Et comme en plus, c'est quand tu viens d'un quartier en banlieue ou dans une zone rurale, tu n'auras pas forcément autour de toi l'environnement familial, personnel, pour te donner les éléments que tu n'as pas eu en classe. Tu ne connaîtras pas forcément toutes les filières accessibles. En fait, tu pars avec une forte inégalité. Et cet exemple sur l'orientation, tu peux le reproduire dans beaucoup de domaines. Et donc, et c'est pour ça qu'on s'appelle article 1, on a quand même une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui met un certain nombre de valeurs et de principes comme socle de départ, mais en pratique, on note de grandes disparités dans leur exécution. Et du coup, pour réduire ces inégalités-là, vous mettez en place quelles actions, en fin de compte, sur le terrain, auprès des jeunes? Oui, nous, on s'occupe en particulier des jeunes scolarisés, donc de 16 à 25 ans. Donc, on travaille vraiment avec les lycéens et les étudiants, donc de leur orientation jusqu'à leur insertion professionnelle en passant par la réussite de leurs études supérieures. Premier élément hyper important, c'est l'accès à l'information. Donc, c'est ce qu'on se disait rapidement sur l'orientation. Si tu ne sais pas ce qui existe, tu pars déjà pas avec le même point de départ que une personne dont les parents sont médecins, avocats, cadres supérieurs dans une grande entreprise. Donc la première action que l'on essaye de mettre en œuvre, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Ça passe par de l'information vraiment factuelle sur quelles sont les filières possibles, mais ça passe aussi, et nous on travaille beaucoup sur les rôles modèles, donc on travaille beaucoup par l'inspiration. On travaille en général, quand on intervient dans les lycées, en binôme avec un étudiant ou une étudiante qui vient du même quartier, qui était peut-être lycéen dans la même classe il y a quelques années, qui est aujourd'hui dans des études, je reprends l'exemple de la médecine par exemple, et qui va pouvoir témoigner de son parcours, montrer que c'est possible, et puis donner des éléments et des conseils très concrets pour savoir comment rejoindre par exemple cette filière. Donc c'est hyper important de donner accès à l'information et de montrer que c'est possible. Un des principaux freins que l'on observe, c'est l'autocensure. On a beaucoup de jeunes qui viennent de milieux modestes, qui donc soit ne savent pas, mais même quand ils savent, n'osent pas, en ayant peur de ne pas être à leur place, de ne pas avoir les codes ou de ne pas avoir les moyens financiers de réaliser les études de leurs rêves. C'est vrai que souvent, ça nécessite de déménager, ça nécessite de payer des études quand on est dans des écoles de commerce ou de management, par exemple, qui peuvent coûter très cher. Donc, il y a beaucoup de freins qu'on essaye de lever le plus tôt possible. Et puis ensuite, un des deuxièmes leviers qu'on utilise beaucoup, c'est le mentorat, d'avoir une personne du monde professionnel qui va pouvoir accompagner les étudiants et les étudiantes pendant tout leur cursus, à la fois pour les rassurer, les aider dans l'organisation de leurs études et dans la réussite de leurs examens, de leurs concours, mais aussi à les aider à préparer leurs projets professionnels, à commencer à se projeter, à comprendre les codes de l'entreprise et à se dessiner une insertion professionnelle qui colle à leurs aspirations.
Pour toi, tu te dis, bah, s'il y a une personne, je dis n'importe quoi, moi je viens de Cergy, j'étais étudiant à Cergy. Si par exemple, il y a un mentor qui vient de Cergy, j'aurais forcément quelqu'un qui vient de cette ville-là ou qui a réussi à s'émanciper, enfin en tout cas, que d'une personne, par exemple, qui est de Paris, qui va venir sur Cergy, ça va pas forcément matcher. Vous préférez mettre des personnes qui sont dans le même milieu? Au lycée, oui. Au lycée, on pense que c'est important parce qu'on parle encore de personnes qui sont très jeunes et qui ont besoin quand même d'avoir des représentations qui leur ressemblent. Donc, sur les interventions en lycée, c'est ce qu'on va privilégier. En revanche, une fois que, on est sur les études supérieures, on peut avoir, des matchs entre des personnes qui sont, voilà, très éloignées géographiquement, mais qui vont avoir en commun, bah, soit le même centre d'intérêt professionnel, soit des centres d'intérêt personnels, donc on va élargir en fait, les capacités à rapprocher des personnes, pas uniquement en fonction de leur origine, géographique. Par rapport, à l'orientation, c'est un vrai sujet, mais moi j'y ai été confronté à l'époque et selon une récente étude d'Opinionway, il y avait quand même 54 des jeunes qui regrettent leur choix d'orientation, ce que je trouve quand même assez énorme. Ça veut dire que malgré tout, tu as quand même une bonne partie qui se dit: «Bah, en fait, j'aurais mieux voulu faire autre chose et pas forcément ce domaine-là». Alors que je me dis maintenant tu parlais de l'information. Bon, il y a Parcoursup, mais à côté de ça, tu as pas mal de salons étudiants aussi qui se mettent en place, qui est totalement gratuit et accessible. Et je me dis, bah, quand même, c'est-à-dire qu'il y a un comme tu le dis, il y a un mauvais match qui est soit fait, pendant le lycée. Moi, je voulais avait une conseillère d'orientation, je me souviens à l'époque, j'avais ça et par rapport peut-être aussi après les offres d'emploi qu'il y a derrière, on rend peut-être pas très bien les jeunes en ce sens. Je sais pas ce qui est, j'ai du mal à comprendre, en fait, cette logique-là où on a l'impression que les inégalités se creusent, alors qu'on bénéficie de plus en plus d'informations. Ma mère est prof, donc du coup, elle m'en parle un peu par moment. Elle ressent les difficultés que tu as mentionnées, notamment dans des lycées un peu, pour les professionnels, parcours pro, où c'est un peu plus difficile par moment. Mais tu vois, je me dis quand même, on est de plus en plus, ma mère dit: «Il y a de plus en plus de moyens qui sont mis en place» et on se rend compte qu'en fin de compte, l'écart se creuse en fin de compte et je me demande pourquoi? Quelle est la raison qui fait que l'écart se creuse? Je crois que je pourrais en parler des heures, donc c'est pas le but. Mais je vais prendre un seul exemple. Je vais prendre l'exemple de Parcoursup. Parcoursup, point de départ, il est extrêmement vertueux. C'est justement d'essayer de redonner de l'égalité et d'ouvrir le maximum de filières, au plus grand nombre. Donc le point de départ, on n'a aucun problème, au contraire, on soutient complètement. Mais ensuite, quand tu regardes comment ça se passe concrètement, moi je vois dans des environnements, privilégiés, je vois des parents qui mettent en place toute une stratégie pour accompagner leurs enfants à préparer leur lettre de motivation, à choisir les options, les actions, en dehors du lycée, que ce soit du bénévolat ou que ce soit des actions sportives enfin, en gros, il y a toute une stratégie, qui peut se mettre en place pour que ton dossier ressorte et brille. Si tu as pas les codes, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, si tu ne sais pas ce qui va attirer l'œil alors c'est pas un recruteur professionnel, mais c'est un recruteur, dans le monde, académique, tu peux pas savoir comment remplir ton dossier, quelles options choisir. Donc, c'est là où on se rend compte que en fait, c'est tout un système et quand tu n'as pas une famille qui est passée par là, qui connaît les codes, qui sait comment t'accompagner et à côté de ça, dans le lycée, comme je disais tout à l'heure, malgré ces 54 heures recommandées, ben, en pratique, tu vas avoir une prof principale complètement débordée qui va aussi devoir gérer tout le rattrapage, le soutien scolaire ou que sais-je. Quand tu vas avoir, aujourd'hui, tu parlais des conseillères d'orientation, moi j'ai connu ça aussi, à l'époque, mais aujourd'hui ça n'existe plus. Donc on a des psychologues de l'éducation nationale qui sont beaucoup moins nombreuses et qui ont parmi leurs attributions aussi ce sujet de l'orientation, mais pas que, qui ont tout le reste aussi à gérer. Et donc en fait, on a moins de ressources disponibles, dans les lycées et quand on part avec une famille ou un environnement en tout cas, voilà, familial, amical, enfin en tout cas dans ton entourage, si tu n'as pas des personnes qui ont fait ces études et qui savent comment t'accompagner, bah c'est un peu la double peine. C'est ça qu'on observe. Donc en fait, en effet, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils, plus en plus d'informations, de plus en plus, de mécanismes qui semblent donner le choix des possibles, mais que sans être accompagné, bah, en fait, trop d'informations tue l'information, et puis quand tu n'as pas les codes, bah, soit tu n'oses pas, tu te censures ou tu passes à côté. Et là, maintenant, vous pouvez donner 3 conseils à des jeunes qui vont écouter,
l'épisode, notamment à cette idée d'orientation ou même de questionnement sur, son avenir professionnel ou comme tu dis des blocages de dire: «Bah, moi je vais pas aller, faire une école de commerce parce que je suis pas du même milieu». Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors moi, je leur recommanderais d'aller tout de suite sur, notre plateforme, qui est dédiée à l'orientation, qui s'appelle Inspire, parce qu'ils pourront justement non seulement avoir plein de ressources sur, les filières disponibles, mais surtout ils vont pouvoir échanger. Nous, on a des parmi nos bénévoles, on a des bénévoles qu'on appelle les éclaireurs et qui sont des étudiants et des étudiantes qui justement, se mettent à la disposition des lycéens et des lycéennes pour partager leur parcours, expliquer les difficultés qu'ils ont dû surmonter ou au contraire donner des conseils. Et ce qu'on développe aussi de plus en plus, c'est des discussions en communauté puisqu'on sait que ça fait partie quand même des usages, des jeunes, lycéens aujourd'hui. C'est difficile d'arracher le téléphone de ses enfants, voilà, sur WhatsApp et tous les groupes, donc c'est un peu le même principe, c'est de pouvoir échanger ensemble, partager donc ce qui est sûr, en tout cas, en termes de conseils, je leur dirais: 1, autorisez-vous à rêver de façon enfin, c'est même pas rêver, enfin, autorisez-vous à penser de façon décontrainte et ensuite allez chercher l'information auprès de personnes qui ont envie de vous aider, de vous conseiller et de rendre votre, projet, réalisable. Mais une fois que je dis ça, en fait, il manque la première étape qui est déjà de comment leur dire tout ce qui existe? Comment faire savoir que c'est possible? C'est ça pour moi le point le plus important, c'est vraiment le plus en amont possible, donner à voir et ouvrir le champ des possibles. Et tu disais là de le faire savoir. Avec l'éducation nationale, vous devez travailler ensemble, non, conjointement? Il y a pas des informations de se dire: «Bah, j'arrive en première ou en seconde, terminale et cetera», direct informé dès l'arrivée au lycée? Enfin, il y a des actions comme ça ou? Enfin, l'éducation nationale, met en place plein d'actions et notamment, si on parle d'outils digitaux, il y a une plateforme, de l'ONICEP qui s'appelle, alors je j'ai pas envie de dire de bêtises. On va dire que c'est une plateforme de l'ONICEP, en tout cas d'éducation nationale qui s'appelle Avenir, dans laquelle il y a énormément de matières et nous, on contribue d'ailleurs, on partage une partie de nos ressources, via cette plateforme. Mais, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'outils et notamment des outils très bien faits de la part de l'éducation nationale. La question, c'est comment on fait le tri et comment on se retrouve, parmi cette, multitude, d'outils et d'occasions, en tout cas de faire son chemin. Donc, parfois l'information, elle est presque trop abondante et pléthorique et elle ne permet pas de faire un choix éclairé. Et tu parlais tout à l'heure des salons, c'est aussi un bon exemple. Il y a beaucoup de salons qui existent, à peu près partout, sur le territoire. Mais, nous, ce qu'on observe, parce qu'on essaie d'aller de plus en plus dans les salons, pour parler, à des personnes que l'on pourrait accompagner, on voit quand même, beaucoup, 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 de jeunes accompagnés de leur famille et qui en général, n'ont pas forcément besoin de nous, parce qu'ils ont déjà tout l'accompagnement nécessaire, donc ils ont, voilà, leur famille en soutien. Puis on voit de temps en temps des classes qui débarquent avec, un professeur et qui voilà et avec qui on aimerait pouvoir passer beaucoup plus de temps parce que c'est ces personnes-là qui ont pas forcément l'accompagnement, familial, qui leur permet d'avoir toutes les informations. Article 1 agit sur plusieurs axes, tu le disais, l'orientation, la réussite, le développement professionnel aussi. Toi qui es également, mentor, quel est le vrai rôle à jouer en fait d'un mentorat, entre un mentoré et un mentor? Enfin, quel est le lien unique entre les 2? C'est difficile de le résumer parce que je pense qu'il y a autant de relations, de mentorat que de binômes, que l'on accompagne, chaque année, qui est super important et ce qu'on retient en tout cas dans les retours et des jeunes et des mentors, c'est, que c'est une relation, dans les 2 sens. Extrêmement enrichissant évidemment pour, un étudiant d'être accompagné par, un mentor du monde professionnel qui va pouvoir l'aider dans son organisation, dans la confiance en soi, dans la réussite de ses études, mais surtout, on le voit beaucoup dans la création, dans la façon de penser son projet professionnel et puis ensuite de l'activer. Commencer à développer un réseau, préparer un CV, s'entraîner aux entretiens. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour les étudiants et les étudiantes qu'on accompagne. Mais ce que je trouve génial, c'est que, enfin, moi, je le vis à titre personnel, mais dans les verbatims et dans les retours que l'on a des mentors, ils nous disent souvent qu'ils ont aussi appris beaucoup. Par exemple, tu vois, on parlait des inégalités, sociales. Tu citais une étude tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent avec,
je pense vraiment beaucoup de bonne volonté et d'envie, de contribuer, et d'être utile, mais qui n'ont pas forcément tous ces éléments, et qui observent, qui découvrent, un monde, alors tu as un sujet d'intergénérationnel, mais au-delà de ça, il y a vraiment un sujet aussi de prise en compte, enfin de meilleure compréhension des inégalités sociales et donc nos mentors, ils en ressortent toujours, avec, voilà, ce mot que je trouve très fort qui est, la relation, elle était dans les 2 sens et j'ai autant appris, de mon mentoré que j'ai pu peut-être lui transmettre, des informations, Le mentor, c'est pas un coach, c'est pas un prof, c'est vraiment une relation à part. C'est quelque chose, à pied d'égalité où on va échanger et où on va essayer d'accompagner, une personne, dans les c'est même pas forcément des difficultés, en tout cas dans les moments forts qu'elle rencontre et sur lesquels elle peut avoir besoin de conseils et ce que je trouve, hyper enrichissant, c'est de pouvoir partager son expérience. Mais, moi parfois je partage mon expérience en disant: «Bah, alors là, je pense que j'ai fait n'importe quoi», mais c'est aussi utile, de partager ses erreurs, de partager, ses failles, de partager ses doutes et enfin une des plus grandes vertus du mentorat et quand on mesure l'impact, c'est quelque chose qu'on note à chaque fois, c'est, à quel point ça peut développer la confiance en soi. Et ça, je pense qu'en tant que mentor, parfois on le sous-estime. Mais moi, j'ai été dans des situations où, j'ai relu des lettres de motivation qui étaient déjà quasiment parfaites. J'ai relu des CV qui étaient déjà géniaux, j'ai donné quelques conseils. Mais le fait de dire: «Mais c'est super ce que tu as fait en fait, c'est exactement ça en tant que recruteur que j'ai envie de lire», ça fait un effet énorme. Donc il s'agit pas de le surjouer, c'est pas le sujet, mais on sous-estime, je pense, l'impact qu'on peut avoir en termes de développement de la confiance en soi des jeunes qu'on accompagne. Et en termes de mentor, tu disais, il y a alors des personnes qui se challengent, mais du coup, tu peux avoir des personnes qui sont plus opérationnelles, des personnes qui sont managers et des personnes qui sont, par exemple, des directeurs ou des DG aussi? Ouais, on a tout. Donc, en fait, on va essayer de trouver les à chaque fois, on appelle ça le matching, pour faire, du mauvais français. On travaille à essayer de trouver la bonne paire entre les besoins. Tout le secret d'un bon mentorat, et c'est là où on continue à s'améliorer, on n'est pas encore au bout, c'est de bien comprendre les besoins des jeunes. Donc en fait, plus tu vas aller finement dans la détection des besoins de la personne qui s'est inscrite, pour, demander du mentorat et plus on va pouvoir la mettre en relation avec une personne adaptée et c'est pas qu'une question de niveau, dans l'organisation, c'est pas que parfois, on peut avoir 2 personnes qui ont fait les mêmes études, mais qui vont pas se retrouver parce qu'elles vont avoir des projets professionnels, très différents. Ou alors des personnes qui sont géographiquement proches, mais encore une fois très éloignées sur, d'autres éléments. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un travail, presque de dentelle, mais qui part de la compréhension la plus fine possible des besoins, des jeunes que l'on accompagne et après oui, moi j'étais au comité exécutif d'Air France, et je mentorais, des jeunes, qui étaient en tout début de leur processus, et moi je prenais beaucoup de plaisir. Je suis absolument contre l'idée et je sais que parfois on entend ça, mais qu'il faille matcher aussi les niveaux, de responsabilité ou moi j'ai pas forcément, voilà, en tête des niveaux d'études particuliers, je trouve que c'est hyper intéressant justement de pouvoir, se confronter à des réalités différentes, à des profils différents dès lors qu'on peut apporter quelque chose. Après on a par exemple, on a des programmes qui sont, dédiés à des comités, de direction, à des comités exécutifs. Je trouve que c'est super important, en tout cas en termes d'exemplarité, d'avoir des équipes de direction qui s'impliquent dans le mentorat. D'abord, en général, ils sont hyper contents, ça leur apprend plein de choses, mais aussi en termes d'exemplarité pour, les équipes, dans l'entreprise, ça peut être, assez utile. Donc ça, ça fait partie des choses, assez chouettes, mais encore une fois, par exemple, nous, on n'est pas du tout spécialisés sur ces métiers-là et je t'en parlais tout à l'heure. Désolée de faire une fixette sur la médecine aujourd'hui, mais on a quelques étudiants en médecine qui se sont inscrits pour le mentorat et on a quelques médecins et ça, c'est génial parce que enfin, j'ai en tête, un étudiant qui est, je crois qu'il est à Roubaix, enfin, en tout cas, il est dans le nord de la France, ça, c'est sûr et le médecin, il est complètement dans le sud, mais ils se sont trouvés et ils s'apportent beaucoup et ça, c'est génial. Donc ils se sont vus. Je crois qu'ils ont décidé, l'été dernier, de se rencontrer, mais en fait, indépendamment de la distance, en fait, il y a cette relation qui se crée, qui est hyper précieuse. J'avais
Une autre question aussi, c'était sur l'intergénérationnel. Tu le disais, c'est un point super important. J'avais vu, une personne, Will Society, je sais pas si tu connais? Un peu un cercle, intergénérationnel qui match entre les jeunes et les personnes qui ont plus d'expérience. Toi, ton point de vue par rapport à ça, c'est quelque chose que tu incites les jeunes à faire ou pas du tout? C'est rare que j'ai des idées, préconçues. Je vois l'intérêt, mais j'ai pas envie de le forcer. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir pour un jeune, étudiant, ou une jeune étudiante, dans certains cas, tout intérêt à le mettre en relation avec, un mentor qui a à peine 3 ans de plus, mais qui va vraiment l'aider à débloquer, le sujet pour lequel, il nous contacte. Je vais prendre un exemple très concret et qui me concerne. Quand il s'agit de parler, de comment organiser son travail, en prépa, moi ma prépa, elle remonte à il y a 1000 ans, donc je ne m'en souviens quasiment pas ou alors j'ai occulté toute la partie que j'aimais pas et je me souviens que des bons côtés. Et je pense que je suis beaucoup moins pertinente qu'un jeune étudiant ou qu'une jeune étudiante, ou même quelqu'un qui a pris son premier job, qui se souvient encore de ses années de prépa et qui va pouvoir être de bien meilleurs conseils. En plus, ça a totalement changé, je comprends même plus rien aux sigles. Donc en fait, je pense qu'il faut pas, voilà, l'intergénérationnel, ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est de rapprocher enfin, en tout cas, c'est tout ce qui peut éliminer les biais, tout ce qui peut aider à faire solidarité, faire corps, et à créer, de la cohésion va dans le bon sens, mais je forcerai pas l'intergénérationnel par principe. Et pour finir, une dernière question. Quelles évolutions ou innovations récentes te semblent, particulièrement importantes pour l'avenir, en fait, de l'association, Article 1? En fait, on a tellement de projets, c'est hyper difficile, de se limiter et on est dans un contexte, j'en profite aussi quand même pour passer un petit message, où les subventions et les financements sont vraiment sous pression. Donc ça, c'est dur parce qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait faire et qu'on ne peut pas faire. Pour répondre à ta question, peut-être pour donner un exemple sur la tech et puis un exemple, plus sur l'accompagnement humain, il y a un vrai sujet autour de l'intelligence artificielle. Mmh. Hem et en fait, c'est assez marrant parce que l'intelligence artificielle, on entend parler 15 000 fois par jour, tout le monde, tout le temps, partout. Mais pour les jeunes qu'on accompagne, il y a 2 sujets. Il y a évidemment le sujet, comment on les accompagne, en fait, dans l'appropriation de ces outils, notamment sur la partie recherche d'emploi, préparation de leur insertion professionnelle. Mais il y a aussi un travail de fond qui serait, dont on rêve, comment on réduit les biais, liés à tous ces algos d'intelligence artificielle qui sont quand même globalement conçus par des mâles blancs occidentaux, pour qui tout va bien. Et quand on accompagne plutôt des jeunes de milieux modestes, d'origine, territoriale, culturelle, sociale, très variées, en fait, ces outils parfois sont encore une fois, c'est un peu, je parlais de double peine tout à l'heure, là aussi, c'est un peu la double peine potentiellement. Donc en fait, c'est comment aussi on travaille à terme à limiter les biais de ces outils d'intelligence artificielle qui sont pas conçus pour tout le monde, qui sont conçus sur une partie de la population. Donc ça fait partie des axes importants sur lesquels on travaille et on a plein de projets. On en a pour 2 ans, enfin, je pense qu'on en aura pour beaucoup plus, mais en tout cas là, on a au moins déjà 2 ans devant nous de projets sur à la fois comment on accompagne les jeunes, comment on accompagne les mentors et surtout comment nous, on utilise des outils d'intelligence artificielle pour aller encore plus loin dans la compréhension et la détection des besoins des jeunes qu'on accompagne. Donc ça, ce serait, si on veut, voilà, on va faire volet tech et après sur les sujets, en tout cas de préoccupation, il y en a beaucoup. Pour en citer 2, il y a un sujet sur lequel nous, on ne sera jamais les experts et les professionnels, mais sur lesquels on doit avoir une réponse, c'est le sujet de la santé mentale. On voit de plus en plus en plus de jeunes qui ne vont pas bien et ça, c'est quelque chose, depuis le covid qui, explose en termes de dynamique. C'est malheureusement, impressionnant de voir les remontées qu'on a de jeunes qu'on accompagne sur des problématiques plutôt nous, d'éducation, mais qui reviennent, soit vers nous, soit vers leurs mentors avec, vraiment des difficultés psychologiques. Donc, même si nous, on n'a pas d'offre là-dessus, c'est comment on trouve, en tout cas, dans l'écosystème, d'associations, des relais pour pouvoir, les accompagner. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment quand on prend la pyramide de Maslow, c'est voilà, si on répond pas à ses besoins primaires, on peut pas se projeter, on peut pas aller plus loin. Et puis un autre sujet, parce que tu en parlais tout à l'heure, qui nous préoccupe, c'est le sujet du décrochage.
Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, maintenant, on a beaucoup et notamment avec Parcoursup, donc on a beaucoup de jeunes lycéens, lycéennes qui vont faire des choix, qui vont être pris dans une filière qui est pas forcément celle dont ils avaient rêvé ou en tout cas qui avait pas forcément, la possibilité d'ouvrir, tous les chakras et donc ils se retrouvent dans une filière et qui décrochent. 1er semestre d'études supérieures, je crois qu'on est à entre 30 et 40 de décrochage. C'est monstrueux et donc comment on travaille ce sujet de la lutte contre le décrochage? Comment on travaille la réorientation? Comment on travaille ce projet, académique après le bac? Ça me semble super important pour éviter, beaucoup de gâchis. Et si tu aurais un mot de la fin à partager, un conseil ultime de la promo pour article 1 sur un événement qui va arriver très prochainement, je te laisse le micro. Bah, le mot de la fin, c'est vraiment, de vous dire à quel point moi, j'ai envie de parler aux bénévoles potentiels et qui ont envie de s'engager, qui n'ont pas encore osé. C'est de vous dire à quel point c'est enrichissant et c'est, gratifiant de passer quelques heures, par mois, à accompagner, un jeune dans son parcours. On apprend autant qu'on va lui transmettre et on se sent utile et donc je crois que le besoin en tout cas, de bénévoles, de mentors, il est infini, illimité, que ce soit pour Article 1 ou pour d'autres associations, mais tant qu'à faire pour Article 1, inscrivez-vous sur, la plateforme, demain.org, devenez mentor ou devenez animateur d'atelier, partagez votre expérience, vous y gagnerez autant que les jeunes, y gagneront. Bah, super, merci beaucoup pour ton partage, c'était très enrichissant et je pense que ça donnera une belle lumière, à l'asso. Bon après, petite anecdote, moi aussi j'y ai participé, j'ai été mentor et franchement je souligne que, bah, c'est comme tu le disais, au début tu rentres là-dedans, tu sais pas trop si tu vas être, performant parce que tu vas devoir aider un jeune, tu as pas forcément les codes et au final tu apprends beaucoup aussi, bah, du jeune que tu vas accompagner, au cours de sa carrière et je trouvais ça très, très, enrichissant donc beaucoup merci à toi de t'être livré, au micro du podcast dans le cadre, du podcaston. En tout cas, je souhaite, un bel avenir, à l'association Article 1. Bah, merci beaucoup Antoine pour ton engagement et pour ton invitation et pour ton soutien. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.